620e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors il y a quelques jours à Paris, une procession en mémoire des martyrs de la Commune, des martyrs religieux de la Commune se déroulait. Et cette procession qui rassemblait 5 paroisses du 20e arrondissement de Paris, sous l'autorité du diocèse de Paris, a été très violemment attaquée par ce qu'on appelle les antifas, l'extrême gauche violente. Comment vous avez réagi à cet événement, à cet épisode? Je trouve ça assez scandaleux et assez révélateur de l'évolution des rapports sociaux et politiques dans notre pays. On a laissé, je crois, délibérément se créer, s'organiser une extrême gauche militante violente. Et évidemment, on va la retrouver à certains moments, dans certains épisodes, soit suscités, provoqués, entraînés, contenus par le pouvoir. Je crois que l'extrême gauche est un des éléments du jeu de Macron, et quelquefois il arrive que le produit déborde le producteur. Si vous diriez que le président de la République joue avec le feu en tolérant ce genre de choses? Tout à fait, et c'est bien plus grave que ça. Il s'est révélé dans l'impuissance, mais les quelques réalisations qu'il a obtenues sont en général non seulement médiocres, mais nuisibles. Le président de la République a parlé de déconstruire l'histoire de France. Est-ce que ce genre d'agression participe de cette déconstruction, y compris sur le terrain religieux? Autrement dit, est-ce qu'on essaye d'abattre ce qui est résiduel de l'encadrement catholique et chrétien, dirons-nous, par rapport à l'évolution de la société? Tout à fait, car rien ne justifiait dans cette procession une agression quelconque, si ce n'est que celle-ci était délibérée et significative. Alors, organisée par le diocèse de Paris, qui n'est pas particulièrement conservateur, en plus. Oui. L'épisode, on s'en souvient, c'était l'exécution, la fusillade de plusieurs dizaines d'ecclésiastiques, de prêtres, par la Commune de Paris. Mais je pense que n'importe quel prétexte aurait suffi aux antifas pour procéder à cette agression anti-catholique délibérée. La rue ne peut appartenir qu'à l'extrême gauche, c'est bien connu. Alors, quelques épisodes significatifs. Par exemple, à Rennes, on apprend aujourd'hui qu'une directrice d'école qui souffre de voir des dealers devant son établissement a choisi non pas d'appeler la police pour les évacuer, mais de bâcher les grilles de façon à ce que les enfants ne voient pas ce qui se passe dans la rue. Oui, c'est une réplique du fameux « cacher ce sein que je ne saurais voir ». Cette fuite délibérée devant la réalité, l'esquive des responsabilités qu'entraînent les postes que l'on occupe, est révélateur de la décadence générale, de l'affaissement de la nation à peu près dans tous les domaines. Alors dans le même genre, finalement, un commissaire de police qui émet une circulaire pour ses troupes afin de bien recommander de ne pas poursuivre les auteurs de rodéo qui rendent la vie impossible dans de nombreux quartiers de France, et pas seulement dans les quartiers dits sensibles, partout. On a vu cela par exemple sur la place principale de la ville de Lyon, la place Bellecour, et ainsi de suite. Oh, c'est clair, oui, dans un cas comme ça, pour l'histoire des rodéos, il faut confisquer tous les engins qui ici sont livrés, il faut les broyer, les détruire, et on commencera ainsi à reprendre peut-être la main sur une histoire qui, sans cela, évoluera forcément vers le pire. Il y a un mot qui s'impose maintenant dans l'actualité, c'est le terme féminicide, et on observe effectivement des violences conjugales qui se terminent de manière absolument tragique, dramatique, violente, et qui font apparaître aussi les dysfonctionnements de la chaîne pénale. Il arrive parfois qu'au bout de nombreuses plaintes, même le parquet ne soit pas saisi parce que ça n'a pas suivi. Qu'est-ce que vous pensez de cette tendance-là? Oui, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est mis sous le feu des projecteurs de la télévision. Avant, ça faisait les pages de faits divers des organes de presse régionaux. Bon, il y a peut-être une cristallisation là d'un certain nombre de faits divers, mais le fait est qu'il y a des violences qui sont exercées. Et moi, ce qui me frappe,
c'est qu'on ne publie jamais les noms des gens qui sont mis en cause que quand ce sont des Gaulois. Il semble qu'il y ait une consigne là aussi, donnée de ne pas citer les noms et surtout les prénoms qui sont révélateurs des gens qui sont mis en cause, qui se ferait se rendre compte aux gens que l'influence de l'immigration dans la dégradation générale de la situation sociale en France est évidente. Il y a un chiffre qui s'impose en ce moment dans l'actualité. 25% des détenus en France, dans les prisons françaises, sont des étrangers. Pas des binationaux, des étrangers. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il serait intéressant d'ailleurs de pousser l'étude un peu plus loin en se demandant quelles sont les origines des gens qui sont détenus. Parce qu'en effet, on retient le nombre d'étrangers, mais on ne retient pas le nombre de gens devenus français récemment à la première ou à la deuxième génération, et qui ne se sont pas intégrés, ne se sont pas assimilés, et constituent autant de possibilités d'insurrection dans le cas d'événements graves dans notre pays. Vous avez dû noter que dans l'actualité reviennent des thèmes qui ont été finalement pendant presque 50 ans les thèmes de vos campagnes électorales et des engagements que vous preniez vis-à-vis des Français. Quelle impression ça vous fait, ça vous êtes devant la télévision et vous avez l'impression d'entendre les discours de Jean-Marie Le Pen d'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Oui, on pourrait titrer tout ça Le Pen avait raison. Oui, c'est vrai que je pense que les hommes politiques qui méritent ce nom sont ceux qui voient plus loin, ceux qui sont aptes à gouverner. Si gouverner, c'est prévoir, il faut d'abord avoir prévu. Or, je suis de ceux qui ont prévu, peut-être trop tôt, et surtout qui l'ont dit. Et ceci n'était pas acceptable, puisque beaucoup de gens savaient, mais tenaient à ce que le peuple ne le sache pas, car il pourrait en tirer les conclusions électorales qui lui auraient été défavorables. Vous avez connu Guillaume Pelletier, le numéro 2 des Républicains. Vous l'avez croisé autrefois, puisqu'il venait de nos rangs avant de suivre un autre chemin. Absolument. Vous avez vu qu'il fait scandale dans sa formation. Oui, mais il était passé par le bon moule, ce qui fait qu'à un moment donné ou un autre, eh bien, les bonnes formations ressortent. Alors il va avoir des ennuis peut-être. Il propose de rétablir un certain nombre de structures, comme l'équivalent par exemple de la Cour de sûreté de l'État, qui avait été supprimée par François Mitterrand lorsqu'il est devenu président de la République, considérant que c'était une justice d'exception. Et puis il met en cause aussi certaines procédures d'appel qu'il trouve trop lourdes, alors qu'il faudrait agir plus vite. Oui, mais ce sont des, si j'ose dire, avec prudence, des points de détail. En l'occurrence, il y a tant de choses à réformer dans notre pays. Et d'abord, qui est à la tête de l'État, quelqu'un qui affirme une volonté de mener une politique nationale. Car nous en sommes au point où la mobilisation est indispensable, mais elle n'est possible que si le peuple est averti des risques qu'il court. Alors, politique nationale, la première marche, c'est la politique régionale, semble-t-il. Dans 15 jours, les Français vont voter. On dit beaucoup que c'est la première marche de la campagne présidentielle. Comment vous sentez le climat régional en ce moment? Et je ne sais pas, je suis très, comme tout le monde, confiné dans mon appart, dans ma maison, et par conséquent, je n'ai pas l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Et il me semble d'ailleurs que la relation sociale générale, qu'elle soit scripturale, téléphonique ou physique, a diminué considérablement. Les gens sont isolés. Ils sont encore plus isolés par leur masque. Et ceci entraîne, me semble-t-il, des éléments, des évolutions psychologiques, je dirais même psychotiques, dont on mesurera les conséquences dans quelques mois, dans quelques semaines en tout cas. Et le résultat des élections régionales va être un bon révélateur de l'état de l'esprit public. Dans votre cas, vous avez une situation particulière, puisque dans les Hauts-de-Seine où vous votez, vous allez pouvoir voter Marie-Caroline Le Pen. Retour au Conseil régional d'Île-de-France. Mon Dieu, oui. J'ai été moi-même conseiller régional d'Île-de-France. J'avais cédé ma place, parce que j'avais d'autres responsabilités importantes.
Mais il n'est pas impossible, après tout, que Marine reprenne le flambeau que je vais laisser tomber. Marie-Caroline. Marie-Caroline. Bah, les deux vont reprendre le flambeau. Dit. Vous avez dit Marine. Mais Marine reprend un flambeau et Marie-Caroline un autre flambeau. Absolument, elles sont toutes les deux candidates. Ça fait un chandelier à deux branches. Oui. Quelques lectures, Président, à commencer par ce livre, Un été avec Rimbaud de Sylvain Tesson. Oui, sans doute cela étonnera-t-il un certain nombre de nos auditeurs qui pensent, comme Houellebecq, que je suis une brute analphabète, alors que j'ai pensé en le voyant aussi que c'était un clochard ivrogne. Mais c'est un petit échange de bons procédés. Alors, un livre très intéressant qui est Un été avec Rimbaud. Rimbaud est mort à 37 ans. Il a été un poète absolument fulgurant dans Une saison en enfer, ce sont les deux, et Les Illuminations, qui sont les deux recueils de poèmes, mais il s'était révélé un enfant prodige déjà à l'âge de 14 ans, où il rimait couramment en latin. C'est dire que les choses ont bien évolué depuis. Un livre passionnant, je dois dire, une entrée qui surprendra certains de nos auditeurs dans une littérature que nous connaissons bien et pour un personnage assez séduisant qui, comme les gens qui marquent leur temps, réalise sa prestation dans la trentaine et meurt. Surtout que Rimbaud avait pratiquement tout écrit avant l'âge de 20 ans. Oui, avant de suivre un autre chemin. Et c'est peut-être le côté aventurier de Rimbaud qui a plu à Sylvain Tesson, qui lui-même a ce tempérament. C'est un poète qui a écrit, et puis il a fait autre chose. Y compris du trafic d'armes. Comment ? Y compris du trafic d'armes, Rimbaud. Il a été accusé de l'avoir fait, en tout cas. Et puis un autre livre, alors, ça s'appelle Tocsin, Jérôme Rivière. Oui, Jérôme Rivière, qui dirige la représentation du Rassemblement national au Parlement européen aujourd'hui. Absolument, qui est le leader parlementaire du groupe de Marine Le Pen et qui a écrit un livre dont le titre est un résumé et exprime parfaitement le contenu de son ouvrage, s'appelle Tocsin. C'est un homme qui, comme moi, et après moi peut-être, tire la corde de la cloche pour annoncer à ses concitoyens que l'incendie est déjà en action et que les dangers sont immenses. Je dois dire que beaucoup de ce que défend Jérôme Rivière, on le trouve dans ce qu'a défendu le Front National tout au long, avant qu'il ne s'appelle Rassemblement National. Je peux noter déjà d'ailleurs que l'année prochaine, 2022, ça fera 50 ans que vous avez cofondé. Il paraît qu'il faut dire cofondé, évidemment, vous n'étiez pas seul. Tout le monde est cofondateur. Ça, on dit. Il n'y a que pour moi qu'on dit cofondateur. Et c'est ça, comme s'il était possible de fonder une société seule. C'est impossible. Bon, il faut au moins être 3, je crois. Je suis un cofondateur, somme toute, fier de l'avoir été. L'année prochaine, 2 anniversaires, 50e anniversaire du Front National et 20e anniversaire de ce fameux 21 avril. Ah oui. Le Tour infernal. Le Tour infernal. Ben, nous en parlerons en temps utile. Merci. Merci Jean-Marie Le Pen. À bientôt.